Herzlich willkommen zu Teil 11 von Sherlock Holmes. Ganz einfach, lese in dem Moment, wo du das französische Wort hörst, das deutsche Wort. Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen dem Klang und dem gelesenen Wort in deinem Kopf. Und vergiss nicht, richtig und falsch ist objektiv und damit viel Spaß. Quand nous nous retrouvâmes dans la soirée, Lestrade nous donna de nombreux détails sur notre prisonnier. Il s'appelait Beppo, dit-il. Son autre nom était resté inconnu. Sa réputation était détestable dans la colonie italienne. Il avait été jadis connu comme un sculpteur remarquable et avait gagné honnêtement sa vie. Mais il n'avait pas tardé à entrer dans la mauvaise voie et avait subi 2 condamnations, l'une pour vol, l'autre pour tentative de meurtre sur l'un de ses compatriotes. Il parlait parfaitement l'anglais. On avait pu démontrer les motifs qui avaient pu le pousser à détruire les bustes, et il refusait de répondre à toute question posée sur ce sujet. Mais la police avait découvert que ceci avait probablement été fait par lui, car il avait été employé à ce genre de travail chez Gelder et compagnie. Holmes écouta poliment ces nouvelles que nous savions déjà. Mais moi, qui le connaissais si bien, je voyais que sa pensée était ailleurs. Je sentais dans son attitude un mélange d'inquiétude et d'impatience. Enfin, il fit un mouvement sur sa chaise et ses yeux étincelèrent. On venait de sonner. Un instant après, nous entendîmes des pas dans l'escalier, et la domestique fit entrer un homme d'âge mûr, au teint coloré, avec des favoris grisonnants. Il tenait dans sa main un sac de voyage en tapisserie qu'il posa sur la table. « Mr. Sherlock Holmes est-il ici ?» Mon ami salua et sourit. « Vous êtes Mr. Sandford de Reading ?» dit-il. « Oui, monsieur, et je crains d'être légèrement en retard, mais les trains sont si incommodes. Vous m'avez écrit au sujet d'un buste que j'ai en ma possession. »« Parfaitement. J'ai votre lettre sur moi, dans laquelle vous me dites que vous désirez avoir une reproduction du buste de Napoléon de Devine, et que vous êtes disposé à m'acheter 10 livres, celle que je possède. »« Parfaitement. Votre lettre m'a vivement surpris, et je me suis demandé comment vous aviez su que j'avais cet objet. Votre surprise ne m'étonne pas. Mr. Harding, de la maison Harding et Frères, m'a affirmé vous avoir vendu le dernier, et m'a donné votre adresse. Vous a-t-il dit combien je l'avais payé ? Non pas. Bien que je ne sois pas riche, je suis un honnête homme, et je tiens à vous dire que ce buste m'a seulement coûté 15 shillings. Je trouve qu'il est de mon devoir de vous en avertir avant d'accepter vos 10 livres. Ce scrupule vous fait honneur, monsieur, mais j'ai fixé mon prix et je m'y tiens. Vous êtes très généreux, monsieur Holmes. J'ai apporté avec moi le buste, ainsi que vous me l'aviez demandé. Le voici. » Il ouvrit son sac. Et enfin nous pûmes apercevoir sur notre table le buste entier que nous avions vu si souvent en morceaux. Holmes tira de sa poche une feuille de papier et posa sur la table une banquenote de 10 livres. « Voulez-vous avoir l'amabilité de signer en présence de ces témoins ce reçu qui me délègue tout droit sur ce buste ? Je suis un homme très méticuleux, voyez-vous, et on ne sait jamais la tournure que peut prendre une affaire. Allons, merci, monsieur Sandford. Voici votre argent. Je vous souhaite le bonsoir. » Quand notre visiteur eut disparu, les mouvements de Sherlock Holmes attirèrent notre attention. Il commença par prendre dans un tiroir une nappe qu'il étendit sur la table. Puis, il plaça au centre le buste qu'il venait d'acheter. Enfin, saisissant un casse-tête, il frappa un violent coup sur la tête de Napoléon. Le buste se brisa en morceaux et Holmes se pencha avec intérêt sur ses débris. Tout à coup, il poussa un cri de triomphe et nous montra un des morceaux dans lequel nous aperçûmes encastré un petit objet sombre. On eût dit un raisin dans un pudding. « Messieurs, s'écria-t-il, laissez-moi vous présenter la fameuse perle noire des Borgia. » Lestrade et moi restâmes tous les deux stupéfaits. Un flot de couleurs envahit les joues pâles de Holmes, et il nous salua comme un acteur qui reçoit les applaudissements de son auditoire. Il cessait d'être une machine à raisonner et montrait combien il était sensible à l'admiration.
Cette même nature froide, qui ne se préoccupait pas de la gloriole aux yeux du vulgaire, était touchée par les louanges d'un ami. « Oui, messieurs, dit-il, c'est une perle unique au monde, et j'ai eu la bonne fortune, par une chaîne ininterrompue de déduction, de la suivre depuis la chambre à coucher de l'hôtel d'Acre, où était descendu le prince Colonna et où il l'avait perdu jusque dans l'intérieur de ce buste, le dernier des 6, qui avait été moulé à Stepney par Gelder et compagnie. Rappelez-vous, Lestrade, le bruit que fit la disparition de ce bijou de valeur et les efforts inutiles de la police métropolitaine pour le retrouver. Je fus jadis consulté à ce sujet et je ne pus trouver l'énigme. Les soupçons s'étaient portés sur la femme de chambre de la princesse, une Italienne. Il fut établi qu'elle avait un frère à Londres, mais on ne put trouver entre eux aucune trace de relation. La femme de chambre s'appelait Lucrezia Venucci. Et sans nul doute, Pietro, qui a été assassiné l'autre nuit, devait être son frère. J'ai recherché les dates dans les journaux de l'époque, et j'ai découvert que la perle avait disparu 2 jours avant l'arrestation de Beppo, pour un fait de violence qui se passa à l'établissement de Gelder et compagnie, au moment même où l'on moulait ses bustes.